nouvelle vidéo École virtuelle africaine. Nous commençons avec la correction de l'épreuve 0 au baccalauréat D, session 2022. La première partie sont les ressources. On va commencer à corriger les ressources. Et au grand 1, on va commencer avec les savoirs. Dans les savoirs, les 1, une question à choix multiples. On a 4 questionnaires avec des repositions, avec des réponses différentes. Première question, ou premier QCM. Le potentiel d'action d'un neurone A est codé en modulation d'amplitude. B a une valeur de moins 70 millivolts. C obéit à la loi du tout ou rien. D a une amplitude de l'ordre de 100 millivolts. A est codé en modulation d'amplitude. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a 3 types de codage. Soit c'est en modulation d'amplitude pour le potentiel de récepteur, soit en modulation de fréquence pour le potentiel d'action, soit en quantité de neurotransmetteurs pour la fibre nerveuse. Alors, on voit que la réponse A ne peut pas être juste parce que le potentiel d'action n'est pas codé en modulation d'amplitude, mais plutôt en modulation de fréquence. B a une valeur de moins 70 millivolts. Faux. C'est le potentiel de récepteur d'une fibre de calmat qui a un potentiel de repos de moins 70 millivolts. C obéit à la loi du tout ou rien. Faux. C'est la fibre nerveuse qui obéit à la loi du tout ou rien et non le neurone. Il manque seulement le D a une amplitude de l'ordre de 100 millivolts. Oui, la dépolarisation engendre une amplitude allant jusqu'à 100 millivolts. Donc le QCM 1, la réponse est B. QCM 2, le brassage génétique a lieu au cours de la méiose. A se produit au cours de la seconde division. C'est d'abord quoi la méiose? La méiose est une suite de 2 divisions successives dans laquelle la première est réductionnelle, la deuxième est équationnelle. La première division réduit le nombre de chromosomes alors que la seconde conserve le nombre de chromosomes mais réduit plutôt la quantité d'ADN. Et à la fin de la méiose, on obtient 4 cellules filles haploïdes. Et le brassage génétique se fait lors de la première division. Si c'est le brassage intrachromosomique, alors on est en prophase 1. Et si c'est le brassage interchromosomique, on est en anaphase 1 de la première division. Donc le A ne peut pas être vrai. B est uniquement dû au phénomène de crossing over. Faux. Le crossing over, c'est quoi le crossing over? C'est l'échange de segments de chromatine entre chromosomes homologues au cours de la prophase 1 de la méiose. Et le crossing over fait référence au brassage intrachromosomique. Mais on a aussi un brassage interchromosomique. C permet l'obtention d'un grand nombre de gamètes génétiquement identiques. S'il y a crossing over, alors les gamètes des parentaux sont supérieurs ou recombinés. Elles ne sont pas identiques. Et au D, on nous dit est sans effet sur un individu de lignée pure. Effectivement, lorsqu'on est de lignée pure, lorsqu'on est homozygote, on ne peut donner une descendance qui porte une haine différente à la nôtre parce que nos gamètes sont tous identiques. Alors, elle répond juste que la réponse B. QCM 3, un réflexe myotactique. C'est quoi le réflexe myotactique? C'est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Alors, on nous dit au A, fait intervenir une synapse entre deux neurones moteurs au cours de l'influx nerveux lors de la transmission du message. Dans le circuit
la rencontre entre le neurone sensitif et le neurone moteur lors d'un réseau monosynaptique se fait au niveau de la moelle épinière. Alors, ceci, c'est mon neurone sensitif et ici, c'est mon neurone moteur. Réflexe myotact est un réflexe monosynaptique qui montre une seule synapse entre le neurone sensitif et le neurone moteur. Alors, par conséquent, donc, la réponse juste est la réponse D. Fait intervenir une seule synapse entre un neurone sensoriel ou sensitif et un neurone moteur. QCM 4. Fondamentalement, la solution dans laquelle les cellules perdent de l'eau sont dites. Une cellule qui perd de l'eau, quel est son qualificatif? On se rappelle de ce qu'a dit Osmose. Osmose a dit l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Alors, si une cellule est dans un milieu et qu'elle perd son eau, l'eau se déplace de la cellule vers le milieu extérieur, alors la solution, la cellule qui perd de l'eau est une cellule hypertonique. Et on nous dit la solution dans laquelle les cellules perdent de l'eau, cette solution est qualifiée de quelle solution? L'eau se déplace du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc la solution est indiquée hypertonique. Alors la réponse juste est la réponse B. Voilà donc le QCM. Et après la transition, on se voit pour l'exercice 2. Exercice 2. Explication, description et explication des mécanismes de fonctionnement. Il y a devant nous un petit gré qu'on soumet à notre étude. Et la première question, c'est déterminer le caractère dominant ou récessif de l'allèle responsable du daltonisme. Lorsqu'on regarde le pédigré, le parent 1,1 et 1,2, ils ne sont pas malades. Par contre, donne un enfant malade 2,4. Lorsque deux parents ne sont pas malades, mais donne un enfant malade, alors l'allèle de la maladie est récessif. Voilà pourquoi on dit donc en 1, l'allèle de la maladie est récessif. On demande en 2 de justifier. Et on justifie en disant que dans notre pédigré, le parent 1,1 et 1,2 ne sont pas malades, mais l'enfant 2,4 est malade. Voilà donc la première question et sa justification. Question 2. Déterminer le type de chromosome qui porte le gène, sachant qu'il n'y a aucun cas de daltonisme dans la famille de 7. Lorsqu'on regarde ce pédigré, qu'est-ce qu'on constate? Que la maladie affecte les garçons et les filles. On pouvait penser que la maladie est autosomale, mais si la maladie est autosomale, alors elle ne peut pas justifier le cas échéant. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que cet individu ne présente aucun, dans sa famille, il n'y a jamais eu de daltonisme. Ça veut dire que l'enfant 12 malade ici provient de la mère. La mère à elle seule transmet la maladie à son garçon. Alors on conclut que la maladie est gonozomale.
et ce sont les filles qui transmettent la maladie à leurs garçons. Donc, l'allèle de la maladie est chromosomale située sur X, car ce sont les filles qui transmettent la maladie. Question 3. Donner ou en déduire les génotypes des individus 2, 6, 2, 7 et 3, 12. Voici le pédigré. 2, 6, 2, 7 et 3, 12. On prend d'abord, on choisit d'abord nos allèles. On a dit daltonisme. La maladie est récessive. Donc petit d pour la maladie et grand D l'allèle normal. 2, 6, c'est une femme. On met X. Comme elle transmet la maladie à son garçon, elle est de X, grand D, petit d. On prend 2, 7. C'est un homme. X, Y. Un homme n'est jamais vecteur lorsque la maladie est chromosomale. Soit il est malade, soit il est sain. Et le pédigré montre qu'il est sain. Et enfin, 3, 12. L'individu 3, 12. Quand il y a le pédigré, c'est un garçon qui est malade. Par conséquent, donc, garçon XD, comme il est malade, il peut des allèles morbides ou de la maladie. Voilà comment il fallait créer les différents génotypes. Et la question suivante est de savoir, à partir des réponses précédentes, expliquez pourquoi le daltonisme est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Le daltonisme est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes car il suffit d'un seul allèle morbide pour qu'un homme soit malade. Alors que pour qu'une femme soit malade, il faut la présence de 2 allèles morbides. Un homme porte un seul chromosome X. La présence d'un seul allèle le rend malade. Par contre, une femme, il faut la présence de 2 allèles morbides pour la rendre malade. Si elle a un seul allèle, alors elle est de 10. Voilà donc l'exercice 2. Après la question, on passe donc à la partie 2 sur les relations de savoir-faire et de savoir-être. Continuons donc avec le grand 2, évaluation des savoir-faire IUR. L'exercice 1, interpréter les résultats d'analyse d'un spermogramme et décrire les techniques de procréation médicalement assistée. Et monsieur et madame C, en couple depuis 5 ans, ont arrêté toute contraception depuis 3 ans. Mais madame C ne parvient pas à être enceinte. Afin de rechercher l'origine de l'infertilité, le médecin généraliste a prescrit une radiographie pour madame C et un spermogramme pour monsieur C. La radiographie de l'appareil génital de madame C montre qu'elle a des oviducts atrophiés et un seul ovaire. Le tableau du document de ci-dessous montre les résultats de monsieur C. Première question donc, on demande analyser les résultats du spermogramme et l'observation microscopique des spermatozoïdes de M. C, puis justifier l'infertilité de M. C. Voici au tableau l'analyse ou alors les résultats de l'analyse du spermogramme de M. C. On voit que M. C a un volume de spermatozoïdes de 2,5. Correspond bien à la valeur normale qui se regarde à 1,5. Monsieur C, son pH 7,4. Le pH normal est entre 7,2 et 7,8. Donc, il a un volume normal de sperme et il a un pH normal. En termes de quantité, il a 8,2. Alors que normalement, la valeur est supérieure à 20. Ça veut dire qu'il a manque de spermatozoïdes dans le sperme. Il a une oligospermie. En termes de forme typique, il a 18%, alors qu'il faut 30% pour être fécond. Donc il a encore une malformation, ou alors une tératospermie. Mobilité, il a 3%, alors qu'elle est supérieure à 25%, il a une asténospermie.
à force de ceci, on conclut que Monsieur X a une insuffisance de spermatozoïdes pour l'hydrospermie. Un nombre inférieur, alors un mal formé pour moi, une tératospermie, et aussi il a les troubles de mobilité, une asténospermie. Alors à partir de ça, donc, on conclut que Monsieur X est donc infertile. Question 2, nous sommes avec les résultats. Est-ce à partir des résultats de la radiographie de l'appareil génital de Madame C justifier l'infertilité? La radiographie montre que les oviducts de Madame C, sont atrophiés. Lorsqu'ils sont atrophiés, donc, cela rend impossible la rencontre des gamètes. Par conséquent, on ne peut pas avoir fécondation. Autre chose, Madame C possède un seul ovaire, ce qui augmente encore le risque d'infertilité. Puisqu'elle possède les oviducts atrophiés et qu'elle a un seul ovaire, alors Madame C, elle aussi a un problème de fertilité. Et comment résoudre donc le problème de Monsieur X, de Monsieur C et de Madame C? La meilleure méthode est la FIDEC, la fécondation in vitro et transfert d'embryons. Puisque les deux couples, le couple a chacun une responsabilité dans l'infertilité. Alors, ils vont aller chez Madame C, provoquer une super ovulation, recueillir ses ovocytes 2, aller chez Monsieur X, prélever ses spermatozoïdes qu'on va traiter pour le capaciter. Ensuite, faire la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte 2 in vitro. Et on obtient donc la cellule œuf qui va devenir embryon. Et plus tard, on réimplante l'embryon là dans le utérus d'une femme préparée. Ça s'appelle pour Madame C ou pour une autre femme. Voilà comment résoudre le problème de stérilité dans le couple de Monsieur et de Madame C. Alors, après la transition, on revient avec l'exercice suivant. Nous voici avec l'exercice 2. Utiliser les données expérimentales du fusion des périotiques pour expliquer la naissance du magma des zones de subduction. Le graphe ci-dessous présente les conditions de fusion des périotiques mantériques séchés ou hydratés déterminées expérimentalement. Première question, déterminer à partir du graphe les conditions nécessaires à la fusion partielle des périotiques manteaux. Deux conditions sont nécessaires pour qu'une roche du manteau appelé périodique devienne le magma. Soit il y a la haute température, soit il y a une baisse de la pression. Haute température ou faible pression, cela engendre la fusion partielle des périodiques. C'est vrai qu'on peut aussi avoir haute température et moyenne température et moyenne pression. Deuxième question. Expliquez en vous servant le document ci-dessous pourquoi la fusion partielle des périodiques séchés est impossible au niveau des zones de subduction. Lorsqu'on regarde le graphe, on voit que la courbe de solidus sec ne traverse pas le géotherme de subduction. Puisque la courbe de solidus ne traverse pas le géotherme de subduction, alors il est donc impossible aux zones roches sèches de pouvoir fusionner. Voilà pourquoi on répond, la fusion des périodiques secs est impossible car la courbe de solidus sec ne rencontre pas le terme de subduction. Troisième question, indiquez la température et la profondeur. On dit A minimale qui correspond ou qui autorise la fusion partielle des périodiques hydratées. Voici la courbe de solidus, voici la courbe du géotherme et voici le périodique hydraté. Si on veut la température minimale et la profondeur, ici là c'est la température et là c'est la profondeur. Minimale c'est ici, on lit la température ici là on lit
la profondeur. Et on va donc se rendre compte que la température minimale est de 800 degrés Celsius et la profondeur minimale est de 80 km. Maintenant en B, on parle de maximal. On vient ici, on va aller ici, on projette là et là. On va donc se rendre compte que lorsqu'on parle de maximal, la profondeur de 200 km, la température 1300 degrés Celsius. Enfin, la dernière question, on demande à partir de ce qui précède, expliquer la naissance du magma dans les zones de subduction. C'est quoi la subduction? La subduction, c'est le chevauchement d'une couche océanique plus dense sous une couche continentale moins dense. Lors de la subduction, donc, la couche océanique en s'enfonçant doit se déshydrater, doit libérer de l'eau. Cette eau doit abaisser le point de fusion des pégmatites, ce qui va engendrer donc leur fusion. On aura donc le magma. Voilà pourquoi on dit donc que au cours de la plongée de la couche océanique, elle se déshydrate, ce qui abaisse la pression et permet ainsi la fusion des pégmatites pour former le magma. Dans une subduction, l'enfoncement de la couche océanique abaisse la fusion, abaisse la pression, ce qui engendre donc la fusion passée des pégmatites. Nous sommes arrivés au terme de la résolution de la première partie qui consistait à résoudre les ressources et on se revoit à la prochaine vidéo pour la correction des compétences. Je vous remercie.